Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast en direct de Castilab à Castillon-la-Bataille. Ce podcast est à l'initiative du département de la Gironde et du pôle alimentaire territorial. On remercie les élus présents. Aujourd'hui, nous allons ensemble ouvrir une grande conversation autour d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. La solidarité alimentaire, de la production à l'assiette, du champ à la cuisine. Comment les acteurs de l'économie sociale et solidaire s'organisent-ils pour que chacun, sur notre territoire, ait accès à une alimentation saine, durable et partagée ? Autour de cette table, nous avons réuni des voix engagées, des associations, des collectifs, des collectivités, toutes et tous portés par la conviction que l'alimentation ne se réduit pas à une simple question de consommation, mais qu'elle est aussi une affaire de justice sociale, de coopération et de dignité. Pendant une petite heure, nous allons croiser expériences et initiatives, découvrir des projets concrets avec celles et ceux qui inventent de nouvelles solidarités pour relier producteurs, habitants et territoires. Un enjeu essentiel, transformer notre alimentation locale vers un modèle soutenable au service de l'économie plus sociable et plus solidaire. Alors, nous allons découvrir ensemble comment se construit ce réseau d'aide alimentaire sur notre territoire en compagnie de nos invités que je vais vous présenter, qui incarnent parfaitement l'esprit de coopération au cœur de ce podcast enregistré en public. Alors, à la table, Valérie Gandré, bonjour. Bonjour. Coordinatrice du plan alimentaire territorial du Grand Libournais. Cécile Labousse, bonjour. Bonjour. Coordinatrice du pôle ESS du Libournais. Isabelle Chauvin-Audibert, chargée de mission développement social du département de la Gironde. Bonjour. Bonjour, j'ai pas fini. Direction de l'insertion et de l'inclusion, mission territoire et développement social. Bonjour. Et voilà, bonjour. À mes côtés également, Amélie Téchenet, coordinatrice de l'association Les Rateleurs, basée à Sainte-Foy-la-Grande. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. Sylvie Guillot, présidente d'Esprit de Solidarité, basée à Coutras. Bonjour. Bonjour Sylvie. Et Valentin Lovenbruck, qui est là tout à côté, le co-directeur de Castilab, qui est notre hôte. Merci de les applaudir. Et bonjour. Alors, avant d'entrer au cœur de notre échange, prenons un instant pour poser un cadre commun. Nous allons beaucoup parler, vous allez le voir autour de ce micro, de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. L'ESS est mise à l'honneur cette année comme cause départementale en Gironde. Peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas. C'est chose faite. Et à la fin du mois d'octobre se tiendra le Forum mondial de l'ESS à Bordeaux, mais aussi dans plusieurs territoires et communes de Gironde. Cécile Labousse, est-ce que tu peux nous expliquer, nous rappeler qu'est-ce que l'économie sociale et solidaire et en quoi elle constitue un pilier pour nos territoires aujourd'hui ? On t'écoute, Cécile. Merci Anne-Sophie. Alors partons sur ce principe que l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout un mode d'entreprendre, un modèle de développement économique qui va placer l'humain et l'intérêt général au cœur de son activité. Elle va regrouper des associations, des coopératives, des mutuelles ou des fondations, et aussi des entreprises sociales, ça c'est pour la version statutaire de l'entreprise. Mais leur point commun, à elles toutes, c'est de chercher à répondre aux besoins du territoire. Elles partagent des principes de fonctionnement fondamentaux qui sont la gouvernance démocratique, le bénéfice réinvesti au service du projet et un ancrage territorial. Et pour faire plus court, en d'autres termes, vous l'avez aussi une définition sur le kakémono devant vous, qui est une économie de proximité au service de l'intérêt général. Sur le territoire du Libournais, l'ESS occupe une place de plus en plus importante et elle a toujours existé au travers de nombreuses associations qui apportent des solutions concrètes aux besoins du territoire. Ces acteurs travaillent sur de nombreux domaines puisque l'économie sociale et solidaire occupe tous les champs d'activité tels que l'insertion professionnelle, la mobilité, l'économie circulaire, l'accompagnement social, le développement de la culture, la formation, le sport, le bien-être, l'écologie, l'agriculture, l'alimentation et bien sûr la solidarité. Et plus particulièrement la solidarité alimentaire, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est bien parce que l'alimentation, c'est un besoin vital. C'est normal que les acteurs de l'économie sociale et solidaire travaillent en ce sens et développent des projets
pour cela. Car au-delà d'une réponse aux besoins locaux, en fait, l'économie sociale et solidaire favorise l'implication citoyenne, le travail en réseau et en coopération, Anne-Sophie nous l'a dit. C'est une économie localisée, créatrice d'emplois, et elle renforce une dynamique économique du territoire et le lien social entre les habitants. Ça commence fort, mais c'est de ça qui va être question tout au long de cette émission. Merci Cécile. Je vous propose un petit détour par Coutras, ça vous dit ? Le berceau de l'association d'esprit de solidarité, qui incarne évidemment toutes ces valeurs de l'économie sociale et solidaire. On va aller rencontrer Jean-Paul, bénévole, et Anaïs, médiatrice de l'association. On les écoute. Je suis rentré par le biais des jardins, justement, et ensuite je me suis un peu plus impliqué dans le fonctionnement de l'association, qui fait plein de choses, en fait. Il y a l'épicerie solidaire, il y a les jardins solidaires partagés aussi. Donc c'est une association de quartiers, avec un périmètre assez réduit quand même, dans une région du Nord Libournais, donc qui est un peu en déficit au niveau de l'emploi, au niveau de pas mal de choses. Voilà, donc il y a plein d'activités tout au long de la semaine, du mardi jusqu'au samedi matin. Donc ça permet à chaque personne de cultiver tout au long de l'année les légumes dont il a besoin. Tout ce qu'on demande, c'est qu'il y ait le moins de traitements chimiques possible. Donc la moitié des parcelles sont pour les jardins privatifs et une autre moitié, environ une quinzaine d'autres parcelles, qui sont destinées à cultiver ensemble et à commencer à produire dans le cadre de la solidarité. D'une part pour le restaurant du jeudi matin, puisque chaque semaine, tous les jeudis, il y a un repas partagé, conçu par les adhérents, et consommé par les adhérents aussi. Et le surplus de ces est vendu dans le cadre de l'épicerie solidaire. En fait, c'est un tremplin, l'épicerie. Les personnes viennent ici. Le but, c'est qu'on les pousse. En fait, c'est le rôle des médiatrices. C'est de les pousser après à aller rencontrer nos partenaires pour peut-être retrouver de l'emploi, de faire un petit peu ressortir les difficultés qu'ils peuvent avoir. Parce que le but, c'est pas qu'ils reviennent à l'épicerie, c'est qu'ils arrivent à s'en sortir. Donc l'épicerie, c'est du coup vers cette autonomie, parce que c'est comme une vraie épicerie. Donc ils font leurs courses, donc ils payent. Et tout est lié par le projet un petit peu la santé par l'assiette. On mange ce qu'on cultive, on mange au café associatif ce qu'on cuisine, parce qu'on cuisine ce qu'on a cultivé dans les jardins associatifs, et on mange avec la vaisselle qu'on a eue à la recyclerie des meubles solidaires. Quel dynamisme, cette Anaïs. Alors l'autonomie est souvent présentée comme un objectif essentiel pour sortir durablement de la précarité. Comment votre association, Sylvie, et plus largement, comment l'économie sociale et solidaire contribue-t-elle à inventer de nouveaux modèles qui favorisent cette économie ? Et comment vous, la collectivité, vous agissez sur cette question ? On peut vous laisser la parole, Sylvie, dans un premier temps ? Alors, je peux presque répondre sur le fait que l'importance du département sur ce sujet-là est très très importante, puisque ce sont eux qui financent, si vous voulez, une partie de l'épicerie sociale, qui bien entendu est tenue par des bénévoles, mais est aussi au niveau alimentaire. C'est très important d'avoir un soutien financier. Voilà. Donc soyons clairs, le département, les collectivités telles que la CALI, telles que les communes participent à cet équilibre financier qui est quelquefois fragile pour les associations. Voilà. Oui, alors peut-être concernant le département, comment on accompagne en effet les acteurs de la solidarité alimentaire. Donc, comme le disait Madame, en effet, on accompagne financièrement, mais techniquement aussi les épiceries solidaires. Donc, il y a 45 épiceries solidaires qui sont accompagnées aujourd'hui en Gironde. On accompagne également les têtes de réseau de l'aide alimentaire, Restos du Cœur, Secours Populaire, Banque Alimentaire, etc. On vient en soutien à des projets innovants sur les territoires, donc qui viennent répondre à des besoins non couverts. Et après, on a également le programme Gironde Alimentaire. Donc voilà, avec un volet consommation et un volet production. Donc un volet production, donc il y a eu la création du réseau des fermes girondines. Voilà, et il y a beaucoup de démarches. C'est un programme interdirection, donc pour favoriser une alimentation de qualité choisie pour tous. Et enfin, le département a mis en place une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. Il y a 4 territoires d'expérimentation, dont le Pays Foyen. Pour compléter, donc le pôle territorial du Grand Libournais, à travers la mission du plan alimentaire territorial, notre rôle, c'est vraiment de faire connaître toutes les dynamiques et les initiatives de ces opérateurs associatifs et de les mettre en lien, parce que certains se connaissent, d'autres pas, et c'est des
actions jumelles qui peuvent avoir lieu sur l'ensemble du territoire Grand Libournais. Donc l'objectif, c'est de contribuer à la structuration en fait de cette solidarité alimentaire sur le territoire. Est-ce qu'on parlait d'autonomie? Est-ce que vous avez des exemples précis, vous, de retour à l'autonomie, par exemple EDS? Alors oui, je crois que ça fait partie des choses on va raconter des choses jolies quand même. Hein. On a quand même de très très belles expériences. Enfin, je pense qu'on n'aurait pas autant de bénévoles qui se battent tous les matins pour dans notre association si on n'avait pas de très belles histoires à se raconter. Moi, je me souviens d'histoires en particulier de femmes qui, en termes d'autonomie, étaient dans des difficultés épouvantables. Et qui tout d'un coup sont sorties de là et qui maintenant sont des femmes qu'on admire, enfin qui se sont battues, qui ont des enfants qui sont bien élevés, qui sont alors que tout au départ était un peu contre elles. Avec on voit quand même aussi des femmes qui connaissent la violence. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est un élément dans la précarité aussi. Hein, ça vient. Ces femmes qui cherchent leur indépendance, elles ont du mal quelquefois. Voilà. Est-ce que les publics que vous accompagnez, ils comprennent cette notion d'autonomie alimentaire? Parce que c'est vrai que parfois, quand on est en précarité, on comprend pas que c'est parce qu'on va devenir ou redevenir autonome qu'on va se sortir aussi de cette précarité. Et l'alimentation, c'est quand même un volet très très important de la vie. Enfin, c'est au quotidien. Pour vivre, il faut manger. Alors, l'autonomie alimentaire, c'est vrai que c'est quelque chose de très difficile à acquérir, je pense, parce que bien manger, enfin, c'est un peu l'idée, c'est aussi que ça s'apprend par rapport on voit beaucoup de gens aussi qui utilisent mal leur alimentation, c'est-à-dire des gens qui ont un problème de santé qui vient de l'alimentation. Hein. Le fait de mal manger conditionne des surpoids, quelquefois conditionne des problèmes importants de santé. Et c'est pour ça qu'on a appelé, enfin, pour parler un peu de notre action, c'est la santé par l'assiette. Mais c'est vrai que l'idée est de lier dans la vie des gens l'alimentation, justement en cultivant, puis en cuisinant, puis en consommant ensemble, de lier tout ça et de faire que les gens se sentent mieux. Parce que quand on mange mieux, on se sent mieux, et quand on mange des produits de qualité ou mieux cuisinés, on est plus heureux, je pense. Très bien. Alors nous sommes aujourd'hui accueillis à Castilab, une entreprise à but d'emploi portée par le territoire de Castillon-la-Bataille. Monsieur le maire, Jacques Bréat, nous a reçus à la mairie pour nous expliquer l'importance de cette initiative et le rôle qu'elle joue pour son territoire. On a constitué donc une entreprise à but d'emploi qui s'appelle Castilab, qui est la structure qui porte les contrats de travail, et un comité local pour l'emploi, qui est l'instance de gouvernance pilotée et présidée par le maire que je suis, qui réunit l'ensemble des partenaires. Alors institutionnels, ça va sans dire, service public de l'emploi, associations intermédiaires, agences d'intérim, c'est-à-dire tout ce qui gravite public-privé dans le secteur de l'emploi, mais aussi les associations de chefs d'entreprise, les associations de commerçants, de façon à ce qu'on puisse valider dans ce comité local pour l'emploi, à chaque fois que nous prenons des orientations en termes d'activité, qu'elles ne soient pas concurrentielles au secteur privé ou destructrices d'emplois privés, parce que si c'est pour avoir le principe des vases communicants, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et voilà comment, partant d'un constat qui était celui qu'on ne pouvait pas faire autrement que de travailler sur les questions d'inclusion sociale et d'inclusion par l'emploi, au terme d'un trajet qui, vous l'avez compris, a été long, mais soutenu en ingénierie par les collectivités, on a réussi à obtenir d'entrer dans l'expérimentation, ce qui était une formidable nouvelle pour nous. Je l'ai dit le jour où on l'a pris, pas une fin en soi, parce qu'en fait tout a commencé réellement à ce moment-là, quoi. Voilà. Et sur un territoire zéro chômeur, aucune personne ne souhaitant revenir vers l'emploi ne doit rester sur le bas-côté de la route.
c'est un droit qu'on doit lui apporter. Aujourd'hui, on est à 65 contrats de travail. Je rappelle que dans le cadre de Territoire Zéro Chômeur de longue durée, il s'agit de CDI. C'est la grande différence avec d'autres secteurs qui pratiquent l'insertion par l'économie, qu'on n'a pas de CDD ici. L'insertion n'est pas à la fin bornée par une étape qui ramènerait les gens vers les personnes embauchées vers d'autres types d'activités. Dans le cadre d'une entreprise à but d'emploi, souvent avec un démarrage en CDI à temps partiel, parce qu'il y a tout un travail aussi à faire pour se remettre à l'emploi. Il faut imaginer que, en moyenne, les personnes qui sont embauchées par Castilab, entreprise à but d'emploi, sont en privation, en moyenne, de privation d'emploi depuis plus de 5 ans. Et qu'un gros tiers d'entre elles sont reconnus travailleurs handicapés. En tout cas, c'est 65 personnes que je croise régulièrement, qui sourient, qui ont retrouvé dans leur vie aussi une forme de dignité. Je sais que des fois, il ne faut pas dire ça, mais moi je le dis, c'est important. C'est qu'à travers le travail, le retour à l'emploi, le travail réalisé, la contribution aux besoins sociaux, le regard des habitants a changé parce qu'en fait, on n'est plus en phase de demandeurs d'emploi ou de personnes privées durablement d'emploi. On est en phase de personnes qui contribuent sur des sujets très importants au bien-être local et aux activités locales qui sont des activités utiles. Du coup, le regard n'est plus du tout le même. Voilà. Valentin Lovenbruck, tu es co-directeur de Castilab. Vous développez de nombreuses activités, l'entretien d'espaces verts, le recyclage, en passant par la menuiserie, la valorisation des biodéchets ou encore la mobilité. Alors, en tant qu'entreprise à but d'emploi, vous jouez évidemment un rôle essentiel dans ce qu'on a défini tout à l'heure, l'ESS. Par quelle action concrète Castilab accompagne la question justement de la solidarité alimentaire? Et après, on pourra accompagner aussi cette question de comment se font les coopérations sur le territoire avec les personnes présentes autour de la table. Oui, Anne-Sophie. Alors, le maire a très bien résumé les choses. Notre biais, notre approche, c'est par l'emploi. Ça veut dire que la solidarité alimentaire, le premier geste qu'on fait, c'est que la personne a un contrat de travail, donc un revenu régulier. Et ça, c'est une étape fondamentale. C'est la première chose qu'on fait, et on ne donne pas un contrat de travail en échange de rien, c'est un vrai contrat, et ce qui est demandé, c'est de contribuer, et notamment à répondre aux besoins pas suffisamment satisfaits sur le territoire. Donc on s'est posé la question, comment créer de l'emploi véritablement utile, adapté, durable, et il y a eu une opportunité à un moment donné de reprendre une boutique, une épicerie qui avait fermé. Et du coup, c'était un projet, on s'est rassemblés, on s'est dit, est-ce que c'est quelque chose sur lequel on a envie d'aller? Et une des premières choses qu'on a faites, c'est essayer de donner une raison d'être pour ce projet. Et c'est devenu, ce qu'on souhaite, c'est de promouvoir une alimentation saine et durable. C'est comme ça qu'est né BioD'ici. Alors, il y a plein de manières aussi de raconter cette histoire-là, mais voilà, c'est cette manière qui me semble la plus appropriée aujourd'hui. Et donc, cette épicerie, c'est aussi à côté une crêperie. On voulait pas que l'épicerie, elle soit en concurrence avec d'autres commerces du territoire qui pourraient être impactés. Et donc, on fait que vendre des fruits, des légumes et du vrac. Tout ce qui rapporte de l'argent avec une grosse valeur ajoutée, on le laisse au commerce actuel de Castillon-la-Bataille. L'alcool, la crèmerie, la charcuterie, etc. Et voilà, mais ça nous allait bien, parce qu'on pense que c'est ces produits-là qui ont une haute valeur ajoutée pour une alimentation plus saine et durable. À côté de ça, on a une crêperie, une offre de restauration très abordable, et avec ces produits justement de qualité. Et donc voilà, les habitants de Castillon-la-Bataille ont accès à cette offre-là. Et tout ça, c'est avec les fruits et légumes, le vrac des producteurs locaux. C'est ça qu'on souhaitait faire, c'est que non seulement on veut créer de l'emploi pour nous, mais on veut aussi sécuriser l'emploi des maraîchers bio du territoire. Comment se passent les coopérations avec Castilab et justement la collectivité que vous pouvez représenter ? Alors,
Justement, enfin, je parlais en introduction d'actions structurantes, et ces actions structurantes s'appuient sur justement ces forces vives, et Castillab peut être un opérateur facilitateur du lien entre les producteurs et les habitants, faciliter l'accès à une alimentation saine et locale, comme d'autres acteurs qui sont présents d'ailleurs autour de la table. Voilà, qui facilite en fait cette proximité géographique entre la production et les consommateurs. C'est moins mon domaine, mais en tout cas le département travaille donc avec Castillab dans le cadre de Territoire zéro chômeur longue durée. Voilà, donc il y a un accompagnement qui est fait, une collaboration par ce biais-là en tout cas. Ce qui est malin en tous les cas aussi, c'est d'y avoir ouvert une crêperie. À côté, parce que à la fois on peut en discuter de cette alimentation, la partager aussi. Enfin, je pense que c'est aussi important d'ouvrir des lieux qui sont communicants en fait, entre le lien et le fait de bien se nourrir. Enfin, qu'il y ait de la communication en tous les cas, c'est très important dans ces épiceries. C'est un lieu de vie maintenant. Voilà, c'est ça. La boutique bio d'ici, c'est vraiment un lieu de passage. Et puis en effet, quand on prend une crêpe et on voit qu'à côté il y a des légumes qu'on connaît même pas, ça donne envie d'aller en acheter. Un lieu de vie et puis de sensibilisation finalement. Tout à fait. Enfin voilà, il y a des temps spécifiques de rencontres avec les producteurs locaux. Enfin, c'est vraiment une vraie mise en relation avec les habitants. Alors je vous propose d'écouter un petit son qui va peut-être vous rappeler quelque chose, mais plus particulièrement, j'imagine, à Amélie Techneck, qui est coordinatrice de l'association des racleurs. On écoute. Alors, qu'est-ce que c'est ce son? Vous le savez? Moi, je le sais, évidemment. Bah oui, moi aussi. C'est quelqu'un, une participante du VRAC, qui a lieu une fois par mois à la maison de l'alimentation de Sainte-Foy-la-Grande, et qui est en train, avec une pelle, d'aller dans un seau dans lequel il y a, je devine pas si c'est des pois chiches ou des pâtes. J'ai pas ce niveau c'est des pâtes assez subtil. C'est des pâtes. Et oui, complètes. Semi-complètes, pardon. Tout à fait. Et bio, s'il vous plaît. Et bio, bien sûr. Et du coup, on est bien sur une action qui a été créée de toutes pièces en 2025, qui est le fruit de la dynamique de la Caisse de sécurité sociale de l'alimentation qu'a rappelé Isabelle Chauvet, et qui répondait à un besoin. C'était qu'avons-nous dans notre territoire? On a un peu de légumes, pas beaucoup de fruits, pas de légumineuses, pas de fruits secs, et ça c'est quand même des aliments et des produits nutritionnels de qualité dont on souhaitait avoir aussi accès dans notre milieu rural du pays foyen. Et ça montre aussi que les habitants s'organisent au travers de ce processus au sein des racleurs. On l'appelle nous un parcours d'engagement, parce que c'est un processus qui se fait dans le temps. C'est des petits pas où les personnes expriment des besoins. Et puis de l'expression des besoins, on travaille, on construit le connaissance de cause, qui consiste à dire de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que c'est que ce système alimentaire, c'est quoi un produit de qualité, c'est quoi un produit qui est bon pour ma santé, d'où il vient ce produit, et ça pose la question de comment est-ce qu'il est produit. Et on commence à avoir des personnes qui montent en compétences, qui deviennent des experts de l'alimentation durable. Et c'est bien à l'issue de ce processus que on avait du coup décidé de monter un groupement d'achat en vrac, mais c'est pas tout de le décider, il fallait que les conditions soient réunies. Et c'est là où cette action, elle illustre bien aussi une coopération qui rend possible l'action. C'est une coopération entre des partenaires que sont VRAC Bordeaux vers un réseau d'achat en commun qui travaille dans les quartiers sensibles, politiques de la ville, de l'agglomération de Bordeaux, avec qui on a eu des occasions de travailler ensemble sur la sécurité sociale et l'alimentation. On a des valeurs communes. On est également sur ils étaient inspirés aussi par nous le côté cuisine de rue dans les quartiers,
Donc on s'est enrichi de nos expériences. Donc une envie de faire ensemble, de monter un groupement d'achat à vrac en milieu rural, puisque c'est le premier en Gironde. Donc on a ouvert une voie. Et la deuxième coopération qui a rendu possible cette action, c'est notre partenariat avec Questions de Culture, qui était un jardin d'insertion affilié Réseau Cocagne, qui se trouve à quelques kilomètres de nous. Alors il est en Dordogne, mais l'idée c'est aussi un peu de casser les frontières, et qui nous livre des paniers solidaires tous les mercredis matins à la maison de l'alimentation, qui sont également une très belle action de paniers de légumes mis à la disposition des habitants les plus précaires, légumes bio avec une part restante à 2,50 €. Donc ça, c'est vraiment une action qui est montante et qui a beaucoup de sens. Et on remarquait que le camion qui venait nous livrer, il allait livrer également les AMAP de Bordeaux, puisqu'il y a une grosse demande là-bas et un pouvoir d'achat également d'AMAP, et qui revenait à vide. Donc dans l'équation, il nous manquait la question de comment est-ce qu'on fait venir du vrac avec un camion sur le pays foyen, et on l'a résolu avec l'optimisation de ce camion qui ne revient plus à vide mais qui revient avec du vrac. Donc c'est une entrée aussi en matière de se dire mais on va pouvoir aller plus loin là, dans nos coopérations, et cet arc quand même de pauvreté qui nous rassemble, qui va quand même de Libourne en passant par Castillon, Sainte-Foy, pays foyen, et on peut aller aussi jusqu'à Bergerac, parce que la problématique se pose sur cette trajectoire de la même manière. La solidarité alimentaire, c'est pas seulement une question d'accès à la nourriture, on l'a évoqué quand je suis venue à votre rencontre la semaine dernière, c'est aussi une démarche d'inclusion qui permet à chacun de retrouver une place. Je vous propose d'écouter Conception. J'avais déjà cette démarche de transformer mon alimentation. J'étais très malade, et quand j'ai changé de région, je recherchais une meilleure alimentation. Donc je suis passée au démarrage par l'AMAP, parce que je ne connaissais pas encore la maison de l'alimentation, mais j'étais dans cette dynamique et dans cette démarche de retrouver ma souveraineté alimentaire et ne pas subir la surconsommation. J'avais vraiment envie j'étais fâchée avec les grandes surfaces. Je ne supportais plus les grandes surfaces, tout était emballé, il y avait que des produits transformés, de mauvaise qualité, j'étais de plus en plus malade. Donc en arrivant dans la région, j'ai eu la chance de tomber dans une région où il y a énormément de producteurs. Donc j'ai commencé par les paniers foyens. Ensuite, j'ai poussé la porte de la maison de l'alimentation, et j'ai été très très surprise et super emballée par ce projet, et j'ai pris le projet dans sa globalité, les ateliers cuisine, la sécurité sociale alimentaire. J'ai participé à toutes les réunions, j'ai été de plus en plus emballée, j'ai adhéré au projet, j'ai aussi pris des ateliers cuisine, la cuisine de rue, les jardins partagés. J'ai été agréablement surprise, et comme j'avais du temps et que je n'aime pas m'ennuyer et que c'était vraiment mon état d'esprit, donc j'ai foncé dans le projet et j'ai tout pris d'un coup, et j'ai été glouton. Quand je vois la dynamique et l'emballement de tout le monde et tous les bénévoles qui donnent autant, le jour où Amélie n'est pas là, je suis là. Si je suis pas là, Myriam est là. Si Myriam n'est pas là, Catherine est là. Je sais que ça roulera toujours, parce qu'on est vraiment dans le projet, on est vraiment engagé en fait. C'est un engagement. Sans l'engagement de tous les bénévoles et des mangeurs, le projet tomberait à l'eau. Donc on le rappelle, il est essentiel aujourd'hui de structurer ce réseau, mais à plusieurs échelles évidemment. La première échelle, c'est celle de la collectivité avec les politiques publiques, mais aussi la personne qui trouve sa place comme Conception chez vous dans l'association des racleurs. Expliquez-nous un petit peu comment s'organisent ces réseaux pour le département, pour le PAT. Alors, pour le département, mais en lien avec le PAT, on met en place des temps de coordination des acteurs de la solidarité alimentaire. En fait, l'idée, c'est de réunir les épiceries solidaires, les têtes de réseau et aussi d'autres acteurs qui travaillent autour de cette question de la solidarité alimentaire. Donc, on le fait par territoire. L'idée, c'est vraiment que les personnes, déjà, puissent mieux se connaître, savoir qui fait quoi ou comment.
Et ensuite, voir comment ils peuvent travailler ensemble, mutualiser certaines choses, créer des coopérations, des partenariats donc par rapport à des actions, mettre en place aussi des actions communes. On travaille aussi sur diverses thématiques, le parcours des personnes, mais aussi l'approvisionnement. Voilà, et ça on le fait en lien du coup avec le territoire, avec nos collègues du territoire, avec le PAT. Et au niveau du PAT, on a ce on a compris qu'il y avait de la coopération déjà, c'est rassurant. Au-delà, en fait, on essaie aussi de casser les silos. C'est-à-dire que on sort d'un après-midi autour de la logistique pour faciliter l'approvisionnement local. On va travailler la logistique de manière plus globale et peut-être arriver à faire des coopérations entre des producteurs locaux, entre finalement une filière de production locale et la filière des acteurs de l'aide alimentaire et de la solidarité alimentaire. Voilà, pour faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Comment se passe cette communication avec le département et le PAT ? C'est pas un piège, attention. Hein. Non, c'est très fructueux de se connaître et ça se fait étape par étape, ça se fait via des rencontres. Il y a différents réseaux. Donc, et en effet, le département et en effet, le Grand Libournais, le PETR, justement, ils facilitent ça et ça, on le voit. Et je vais prendre un exemple assez concret là d'une coopération qu'on a eue. Il y a une association, un chantier d'insertion qui est pas très loin de chez nous, qui est à Vers, qui fait du maraîchage. Donc c'est la ferme debout et aujourd'hui c'est justement ça fait depuis quelques semaines qu'ils approvisionnent la boutique bio d'ici et cet échange là au départ on se connaissait pas, on est deux structures relativement récentes et au fur et à mesure des mois, des rencontres, on commence à se connaître, à se faire confiance et les coopérations naissent. Tu le perçois comme ça aussi, Amélie ou peut-être Sylvie ? Oui, on le vit au quotidien avec ces réunions dont parlait Isabelle Chauvet à l'initiative du département de nous mettre autour de la table avec les structures de l'aide alimentaire parce que l'idée aussi c'est de partir de l'existant. L'idée c'est de comment est-ce qu'on peut repenser aussi une aide alimentaire de qualité. On a besoin de celle qui existe mais on a besoin aussi de la repenser à l'aube de choix alimentaires pour les personnes et de qualité, avec notre capacité aussi à organiser du coup de la filière locale, redomicilier les produits, d'avoir cette capacité de diagnostic que nous amène aussi le PETR, le PAT, pour recenser les producteurs locaux. Donc c'est bien les réunions, l'interconnaissance au quotidien qui facilite quand même ces coopérations et l'interconnaissance. Et de là aussi émerge, on arrive, et c'est intéressant aussi, l'institution et l'association, c'est que l'association, elle est souple, elle est créative, elle peut aussi créer des actions chemin faisant et être du coup soutenue par des dossiers comme la ILDS qui ont pour objet de développer, d'avoir un développement local et social. Et c'est bien là où on arrive à imbriquer les briques entre elles. Alors justement, on va parler parce que pour accompagner toutes ces structures et ce réseau, il faut aussi des moyens financiers. On est d'accord. Hein. Donc dans ce contexte un peu d'austérité budgétaire, le soutien privé devient nécessaire pour mener ces politiques publiques à bien. Pour en parler, j'ai joint au téléphone Juliette Dumpf, c'est la responsable de projet de Bordeaux Mécènes Solidaires. Bordeaux Mécènes Solidaires, on est un fonds de dotation territoriale. Et notre mission première, c'est de mobiliser des ressources financières via le mécénat collectif pour les mettre au service d'associations engagées sur tout le territoire de la Gironde. Nous, le sujet de la solidarité alimentaire, c'est évidemment un enjeu majeur pour nous, mais on va intégrer en fait cet enjeu de solidarité alimentaire dans une vision globale en fait de lutte contre les vulnérabilités et d'accompagnement aux dynamiques locales sur le territoire du Libournais, mais également tout le territoire girondin. Et donc chaque année, on va lancer un appel à projet dédié à cette thématique. Comment ces mécènes s'impliquent finalement dans cette question de solidarité alimentaire et est-ce qu'ils s'impliquent ? Oui, ils sont impliqués parce qu'ils participent notamment, on leur propose de participer au
au jury de sélection des lauréats. Et également, on a mis en place ce qu'on appelle des groupes ressources. Donc c'est des groupes où on va rassembler des acteurs privés, donc des mécènes, potentiellement des prospects aussi qu'on souhaite donc faire devenir mécènes, des acteurs publics et des têtes de réseau associatives, donc sur chaque territoire de la Gironde. Et dans ces groupes ressources, on essaye de cibler en fait au mieux les besoins de chaque territoire pour répondre au plus près des besoins des habitants, pour renforcer aussi la pertinence de notre action. Et lors de ces groupes ressources, les mécènes donc peuvent participer et exprimer leur avis, leurs besoins sur ces sujets-là. Voilà, dire que sur le territoire du Libournais, on a quelques mécènes quand même qui sont très engagés, notamment sur ces thématiques, comme par exemple le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, avec qui on a un partenariat historique sur ce territoire du Libournais. Et on a également le Fonds SEA pour la transition des territoires. Voilà, ces deux mécènes, ils sont très sensibles à ces questions et ils nous aident donc à financer des projets autour de la solidarité alimentaire. Alors la question c'est comment aujourd'hui le mécénat, parce qu'il y a plusieurs types de mécénat, peut-être Valérie on peut en parler. Il y a un mécénat direct financier de soutien, et puis il y a aussi le mécénat de compétences. Il peut accompagner des projets de façon certaine, notamment autour de la solidarité alimentaire. Effectivement, des mécénats de compétences, donc c'est une entreprise qui a des compétences en interne et qui souhaite en faire bénéficier une association ou une autre entreprise d'ailleurs. Alors, un vignoble a souhaité en fait mettre sa compétence humaine, du coup, sur la construction d'un jardin partagé, sur le Grand Libournais. Vous, les associations, le mécénat. Alors le mécénat, en fait, on a connu des mécènes avec la Fondation de France lorsqu'on a été créé, où ils ont été extrêmement actifs pour rechercher du mécénat en ce qui concernait l'achat d'un camion, puisque c'était nécessaire, et aussi la préfiguration, au moment de la préfiguration. Le mécénat, pour nous, il s'entend tous les jours, c'est-à-dire que nous avons la chance d'avoir une grande surface, par exemple, qui peut, à certains moments, faire preuve d'une très grande largesse pour nous aider. Or, nous vivons avec des ramasses. Il faut voir que dans une épicerie sociale, c'est un petit endroit où il y a nécessité à collecter autour de chez nous en vue que les produits ne se perdent pas. Et les grandes surfaces sont de bons mécènes, c'est certain. Et pas toujours, par contre, dans les valeurs dont on parle ici. Si, quand même. Il faut pas imaginer qu'il soit insensible. Lorsque je peux raconter une histoire qui nous est arrivée l'année dernière. Nous avons été cambriolés 2 fois. C'est épouvantable. Épouvantable d'ouvrir une épicerie sans produit. Ça, c'est quelque chose de terrible. Eh bien, nous avons eu le centre Leclerc local qui a accepté que nous fassions 2 collectes l'année dernière. Et je dois vous avouer que les gens ont été très généreux quand ils ont su qu'on avait été cambriolés et que, eh bien, ça, c'est une forme de mécénat. C'est peut-être, c'est important pour nous, c'est sûr. Valentin, tu voulais intervenir peut-être ? Cécile disait au tout début de parler de l'économie sociale et solidaire. Il faut se rendre compte d'un truc, c'est que l'économie sociale et solidaire, les structures qui sont dedans sont dans la vraie vie. Il faut qu'elles soient rentables et pourtant elles sont sur des marchés qui le sont difficilement. Forcément, on va vers là où l'économie classique ne va pas. Et donc, sans le soutien du département, par exemple, de collectivités en général, sans le soutien de fondations privées, on est mort. Alors, c'est très vrai au démarrage, ça l'est un peu moins ensuite, et toujours les structures de l'économie sociale et solidaire essaient de s'autonomiser le plus possible vis-à-vis des financements extérieurs. Néanmoins, le temps de trouver le modèle économique qui est rentable, il y a forcément une phase où il y a un besoin significatif, vital même, de financement type fondation ou collectivité. Il y en a
tant de projets sur ce territoire si dynamique autour de cette question de solidarité alimentaire, mais un projet qui mériterait aussi d'être accompagné pour voir le jour et surtout pour aller au-delà de cette phase expérimentale. Il aura besoin forcément, comme tu le disais Valentin à juste titre, d'un ancrage et donc d'un financement solide et complémentaire. C'est le projet de la Case Majou avec son camion épicerie itinérante. Je suis allée à la rencontre de Camille Bourgeois, sa coordinatrice. Elle nous parle de ce beau projet. Nous, on s'est dit qu'on aimerait bien travailler sur cette question de la solidarité alimentaire, donc via la création du jardin, mais aussi en créant un camion itinérant et qui proposerait des produits, mais pas les petits pois éco plus à pas cher, pas bon, parce que c'est pas parce que t'es pauvre que tu dois manger de la merde. Si t'es pauvre, t'as le droit de manger du bio, t'as le droit de consommer en vrac pour limiter tes déchets et donc réduire ta facture, etc., etc. Et puis participer au fait de pouvoir moins consommer de plastique, de carton, de métal. Parce que tu dois pouvoir avoir le choix et consommer local, c'est fondamental. Quand j'achète quelque chose, est-ce que ça me ressemble ? Est-ce que j'ai envie d'assumer ce choix-là ? Ou est-ce que je me dis, je fais le choix d'aller me nourrir à côté de chez moi, chez un producteur. Mais quand on n'a pas de véhicule et qu'on n'a pas d'argent, on n'a pas forcément la place de la traiter et on n'a souvent juste pas le choix. Donc l'idée de ce camion en itinérance, c'est de permettre aux gens d'avoir la nourriture de qualité qui est produite à côté de chez eux, qui est en vrac pour la plupart des cas. La notion à prendre en compte, la question de la culture culinaire aussi. C'est que on a pu naître dans une famille avec une maman, un papa, une grand-mère qui faisait à manger, qui nous a transmis ces savoirs-là. Mais quand on a grandi dans une famille qui ne cuisine pas et qu'on s'alimente uniquement avec des pâtes, du jambon, des œufs, sans cuisiner ou avec des produits déjà cuisinés, tout faits, tout préparés, qui sont pas forcément très bons pour la santé, il faut apprendre. Donc l'idée de cette épicerie solidaire, c'est aussi de la faire accompagner par des ateliers culinaires qui permettent aux gens aussi d'apprendre. Et aussi en multiculturalité. L'épicerie solidaire, elle verra le jour quand on aura des fonds. Donc on a déposé des dossiers de subvention. Aujourd'hui, on est dans l'attente de savoir si oui ou non on va obtenir ces fonds. Mais évidemment, dans le terme solidarité, c'est comme pour la sécurité sociale de l'alimentation, c'est pas censé être rentable. L'objectif est de vendre pour des personnes qui ont de petits revenus, mais c'est 30% du prix réel de l'aliment. Donc pour une famille de 4 personnes, on peut faire ses courses pour une semaine avec 15 € par exemple. Voilà. Ça pourrait changer la vie à pas mal de gens. Alors cette initiative, elle pose plein de questions. On a peu de temps pour échanger autour de cette question, mais est-ce que c'est plus pertinent d'aller vers les habitants ou plutôt d'attendre qu'ils viennent ? Qui veut répondre à cette question ? Cette question, elle est fondamentale, surtout que je crois qu'on a tous ce point commun, c'est qu'on intervient en milieu rural, donc on a bien la question de l'éloignement des publics. De la mobilité. De la mobilité, des personnes qui sont très isolées, avec des petits villages, des hameaux qui n'ont pas de commerce, et des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, à cause de moyens ou d'autres raisons. Donc on a toujours cette vigilance, nous, en effet, de l'aller vers. Comment est-ce qu'on y répond ? On essaye autant que se peut de déployer nos actions dans les communes où il n'y a rien. Et cette histoire de panier solidaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idée c'est de créer différents points de distribution dans les communes pour avoir ce rayonnement et sans faire concurrence à des producteurs ou des commerces. On vraiment se situe là où on est dans le désert alimentaire. Et je crois qu'il y a un relais qui est très très important aussi dans la façon dont on pense les projets. Ce sont les aides à domicile, qui en général va faire les courses, qui a le budget alimentaire de la personne. Donc on a aussi tous ces crans avec les travailleurs sociaux qui connaissent leur public et tout ce milieu aussi de l'aide à la personne qui me paraît primordial pour avancer sur l'aller vers. Très bien, on va avancer parce que le temps file. Notre gardienne du temps me dit ça. Cet été, la cantine 209, basée à l'usine végétale à Lefieux, a testé une nouvelle manière de proposer une restauration saine, locale et sensible. On écoute.
Que cet été, on a mis en place du prix libre sur de la restauration. C'était un test pour pouvoir donner accès à tout le monde à cette alimentation saine et locale. Nous ne sommes pas un restaurant, nous sommes associatifs. Donc le principe, c'était de prendre des légumes, des maraîchers qui parfois sont en surplus, et de les magnifier et de les proposer à moindre coût, donc à prix libre. Quand on dit que c'est en prix libre, donc effectivement, ils sont étonnés en préalable. Et après, mais pourquoi en fait ? Pourquoi vous faites en prix libre ? Et c'est là où on a notre action de sensibilisation sur... Mais en fait, c'est pour conscientiser ce qu'il y a dans l'assiette ou dans la proposition que nous faisons en fait. Parce que là, à l'heure actuelle, on a toujours cette valeur argent, mais quelle valeur mettons dessus, quoi ? Et c'est propre à chacun, ou propre au moment de sa vie aussi. Parce que là, ça a pu donner accès à de l'alimentation, à une mixité de public. Mais après, on peut aller au-delà de ça. Ça, c'est une première étape. Deuxième étape, ça va être... Il y a tout un accompagnement parce qu'on n'est plus habitué à tout ça. C'est quelque chose qui peut être plus pérenne et qui renforce en fait... toutes les actions que nous faisons, que ce soit au niveau du tiers-lieu, que ce soit les producteurs, que ce soit... Et ça reste au plus proche de nous. Et on sait qui, on met un visage et on sait qui on soutient quand on fait ça. Le principe, c'était on mettait une boîte, c'était pas visible, c'était anonyme, parce que pour ceux qui n'ont pas les moyens, ils mettaient peu, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce qu'il y avait d'autres personnes qui trouvaient l'initiative sympa et par ailleurs, quand on va manger une assiette, il y a un tarif. Et donc ils mettaient ce tarif-là, quoi. Et en fait, là, ils sont acteurs. Nous, on est juste les petites mains pour sensibiliser et pour donner cette vision autre de ce tarif, de qu'est-ce qu'il y a derrière un tarif, à quoi ça correspond, et aussi de solidarité entre les personnes, quoi. Pour poursuivre et en même temps pour conclure cette émission, cet échange qui est toujours trop court, parce que quand on parle de solidarité et en plus alimentaire, il y a tant et tant de fils à tirer et tant aussi de dynamique locale à qui on aurait pu donner la parole dans cette émission. Je vous laisse avec monsieur Bria, monsieur Jacques Bria, le maire de Castillon-la-Bataille, qui a souhaité vous poser une question. La question qui pourrait être posée à l'ensemble des acteurs institutionnels et à nos amis métropolitains aussi avec lesquels on travaille dans le cadre du pôle territorial du Grand Libournais sur ces questions d'alimentation territoriale, puisqu'on a coproduit une réponse ensemble là sur des appels à manifestation d'intérêt. La question très importante de mon point de vue, c'est comment sort-on assez vite d'une logique incantatoire pour passer à une logique opérationnelle sur ces questions. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. Parce que je constate que je ne peux pas aller dans des réunions qui touchent à ces questions sans que, collectivement, nous ne vivions de grandes déclarations de principes unanimes sur la nécessité de développer l'alimentation territoriale. Et paradoxalement, je constate, mais je prends ma part, parce que sans doute pas plus rapide que les autres, mais enfin, je prends ma part d'insatisfaction dans finalement le peu de réalisations concrètes qui sont aujourd'hui portées. Je crois qu'il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure, et donc ma question est celle-ci: comment pouvons-nous tous ensemble, mais pas simplement les élus, les acteurs des filières agricoles, ceux qui peuvent ouvrir les débouchés, l'industrie agroalimentaire aussi, qu'il ne faut pas éliminer, les citoyens de nos territoires, co-construire des projets alimentaires territoriaux qui ne soient pas simplement des incantations au circuit court, mais qui se transforment par une réalité de distribution, de production, de commercialisation, de logistique, sur l'ensemble de la chaîne, pour qu'on puisse enfin se dire comment est-ce qu'on fait ça ensemble. Je vous propose une réponse courte par acteur autour de la table. Isabelle, pour le département. Oui, alors moi je pense que on avance, certes peut-être lentement, mais malgré tout on avance. Nous on le voit sur le territoire, on accompagne un certain nombre d'acteurs qui travaillent de plus en plus en partenariat. On met en place ces temps de coordination que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on va encore accélérer. En fait, on travaille donc le volet action sociale du département. On travaille avec le service agriculture, foncier, tourisme du département. Donc depuis quelques années, et on a répondu ensemble à un appel à projet Mieux manger pour tous, dans l'idée vraiment de
d'accélérer un peu sur ce travail d'accès à une alimentation de qualité, choisie et locale pour toutes et notamment pour les plus précaires. Valérie. Oui, Valérie Gandré du pôle alimentaire territorial. Ta réponse? Je suis totalement d'accord, on ne va pas assez vite. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui sont en œuvre actuellement. Une seule réponse, des moyens financiers pour pouvoir mener toutes les idées qu'on a collectivement. Valentin. On a un principe à Castilab, c'est essai-apprentissage. On essaye, on lance 3 actions, même petitement, et on voit ce qui se passe. Et on apprend. Et peut-être sur les 3 actions, on a une qui va marcher. C'est déjà ça, c'est bien. Amélie, réponse courte, difficile. Oui, courte. Nous, pour un passage à l'acte et un passage d'échelle, c'est ce qu'on se propose de faire avec ce qu'on appelle la ANA, un archipel nourricier Nouvelle-Aquitaine qui a vocation à organiser une filière qui va de Libourne à Bergerac pour réorganiser une filière courte. Redomicilier, comme je l'ai dit tout à l'heure, des produits, les choisir, être sur du produit qualitatif avec tous les acteurs du système de la chaîne alimentaire qui va des producteurs, distributeurs, consommateurs et reprendre cette question d'alimentation sous la forme globale de son système et pas par petites touches qui nous ferait travailler les uns à part des autres. Merci beaucoup. Sylvie, tu souhaites apporter une réponse? Le point important pour nous qui sommes à la campagne, c'était essentiellement la logistique. Effectivement, on est très loin de tout ce qui est promu dans la métropole. C'est bien évident que aller chercher du vrac, aller chercher quoi qu'on aille chercher, il faut aller à Bordeaux. Et c'est vrai que notre logistique, elle est un peu faible à la campagne. Et le fait de se réunir entre nous est souvent le meilleur moyen. Je crois que le fait de faire ensemble, ça sera la solution pour notre secteur au moins. Mais ça termine très très bien cette émission. Le faire ensemble, dis donc, c'est pas un des piliers des valeurs de l'ESS. Cécile, tu voulais clôturer et donner ta réponse peut-être aussi. Je veux dire au monsieur le maire de Castillon de s'inspirer des acteurs de l'ESS pour dupliquer les réussites à une échelle plus grande et du coup faire un choix politique. Merci à vous, le public, de nous avoir écoutés attentivement aujourd'hui. Merci à vous, les invités de ce podcast enregistré en direct à côté de Castilab, entreprise à but d'emploi de Castillon-la-Bataille. Je remercie aussi Cyril qui m'accompagne à la technique. Bel automne à tous et à très bientôt.